Bonsoir, Lionel Jospin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour le 19h de Public Sénat. La gauche, donc majoritaire au Sénat, le chef de file des socialistes, votre ami Jean-Pierre Bel, élu président de la Haute Assemblée au premier tour. Les élections réservent de drôles de surprises. Oui, sans doute, même s'il y avait une lente reconquête des positions de la gauche au Sénat qui était engagée. Et si le mode de scrutin n'était pas si particulier, je pense que ça aurait pu se produire plus tôt. Alors on va y revenir. Alors, à Sainte-Gabelle, vous avez été le voisin régional de Jean-Pierre Bel. En fait, c'est bien plus qu'un voisin pour vous. Oui, c'est un ami. Nous avons 15 ans de différence. Nous nous voyions dans l'Ariège, nous nous voyions en Haute-Garonne, à Toulouse, à Paris aussi, quand il a pris des responsabilités. Il était plus jeune que moi, donc j'ai essayé de transmettre une expérience que je pouvais avoir. Mais en même temps, quand je disais tout à l'heure, je n'ai pas été son mentor. C'est lui qui le dit de vous. Oui, mais quand il a pris son essor, quand il a gagné sur la droite la Vlanay, lorsqu'il est devenu le président du groupe au Sénat, par exemple, en 2004, je crois. Mais je n'étais même plus dans l'activité politique active. Quels sont, selon vous, ses traits de caractère dominants ? Lui qui est devenu quand même samedi le deuxième personnage de l'État, ses traits de caractère. On insiste sur sa simplicité, sur sa modestie. Je crois qu'on aurait tort de s'arrêter là. C'est un homme intelligent, enthousiaste mais en même temps réfléchi, avec de très fortes convictions républicaines mais aussi de gauche, mais dont l'enracinement, puis les responsabilités prises au Sénat ont cultivé chez lui le sens du compromis, du consensus. Oui, absolument. Et je crois surtout que c'est un homme qui, sans se pousser du col, a toujours été capable de se hisser à la hauteur des responsabilités successivement plus importantes qui étaient les siennes. Alors ce sens du compromis, du consensus, c'est de bon augure, parce qu'il a quand même des durs à cuire du côté de sa majorité, notamment je pense aux écologistes. Et puis il va devoir, selon vous, préserver la culture maison, justement. On évite les affrontements entre blocs. J'ai envie de dire qu'il sera dans la forme sénatoriale et sur le fond progressiste et novateur. Donc, il respecte le Sénat, il est pour le bicamérisme, mais en même temps, comme il l'a écrit dans un petit livre d'ailleurs, il faut rénover le Sénat et le faire changer. Oui. Est-ce que le fait que tous les deux vous ayez un passé trotskiste a pu jouer dans votre amitié ? J'ai envie de dire en souriant que nous n'étions pas dans les mêmes formations, donc c'est pas ça qui nous a rapprochés. Simplement, peut-être que ce que nous avons de commun, c'est que nous avons lutté contre le totalitarisme communiste, sans être des anticommunistes, alors que beaucoup le suivaient. Alors, Lionel Jospin, diriez-vous qu'avec l'alternance, donc une première depuis 50 ans, le Sénat a cessé d'être une anomalie démocratique, comme vous l'aviez dit un jour, de 1998 ? Oui, pourquoi j'ai dit que c'était une anomalie démocratique ? Parce qu'au fond, il y a deux types de secondes chambres. Il y a les secondes chambres des États fédéraux, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, et ces deux secondes chambres sont élues au suffrage universel. Elles représentent la diversité d'un pays fédéral. Et puis il y a des chambres héritées des vieilles chambres aristocratiques, qui sont devenues des chambres conservatrices, et c'est à cette deuxième catégorie qu'appartient le Sénat français. Qu'appartient toujours le Sénat français. Avec son mode d'élection. Avec un mode d'élection qui n'est pas le suffrage universel direct par les citoyens, mais d'une part un suffrage universel de 150 000 grands électeurs, c'est très peu, et en plus dans lesquels les toutes petites communes sont largement surreprésentées. C'est là où est l'anomalie, pas dans le fait qu'il y ait une deuxième chambre. D'accord, mais donc vous nous dites ce soir que le Sénat, pour vous, reste une anomalie démocratique. Je dis simplement parce que le mode de scrutin n'a pas changé, le collège électoral non plus. Mais très exactement. Alors, le Sénat reste-t-il, oui ou non, une anomalie démocratique? D'abord, la preuve de cela, c'est l'énorme événement que représente, vous en conviendrez, l'élection d'un homme de gauche à la présidence du Sénat. Normalement, ça devrait être banal, comme l'alternance dans une démocratie. C'est déjà un signe de cette anomalie. La deuxième chose, c'est que pour le moment,
le Sénat n'a pas été modifié dans son mode de scrutin, dans son mode d'élection, et il est le résultat, ce succès, des progrès des socialistes, des conquêtes dans les territoires, Oui. communes, villes, départements, régions, mais aussi du mécontentement qui s'est emparé de nombreux élus Oui, modérés, on va en parler. conservateurs, face aux réformes territoriales du gouvernement. Ce qui veut dire que dans 3 ans, cette conjonction pourrait très bien ne pas se reproduire, et il est donc urgent qu'il y ait une réforme du mode de scrutin du Sénat. Sinon, cette Assemblée restera une anomalie démocratique, vous pouvez me le dire. Je n'en sais rien. Non, mais- Non, mais je pense qu'effectivement, il est absolument nécessaire de réformer le Sénat. Dans quel sens au niveau du mode de scrutin? Il me semble, moi, ce va être aux sénateurs d'une part, au président surtout d'autre part, de décider de leur évolution. À court terme, ils vont s'occuper de l'organisation du Sénat. Et j'ai compris que le président Bell voulait, il l'a dit dans son intervention l'autre jour, lors de son élection, un Sénat plus ouvert, plus transparent, avec peut-être moins de privilèges, donc un Sénat déjà rénové dans son organisation. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est jusqu'à 2012. Ce Sénat ne doit pas être un Sénat d'obstruction, le président l'a dit, mais il sera un Sénat d'opposition. Et puis viendra une troisième phase après 2012, si nous gagnons l'élection présidentielle et que nous gagnons les élections législatives, alors il sera possible de réformer bien des choses, mais aussi le Sénat. Donc, vous corrigerez votre fameuse phrase qui avait tant fait polémique, Lionel Jospin, quand ces réformes auront abouti. Elle n'a fait polémique qu'à droite, à l'époque. Oui, bien sûr, mais elle a fait polémique. Hein, voilà. Alors, vous avez parlé de l'effet mécanique de ce basculement à gauche du Sénat, mais ça, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu à l'UMP, notamment. Effectivement, le Parti socialiste a engrangé le bénéfice de ses gains aux élections locales passées. Ça n'est pas que ça, le basculement du Sénat. Pour vous, si on se place sur l'état d'esprit du pays et de ce collège électoral qui représente aussi les Français. Il y a cette dimension. Les socialistes et la gauche ont gagné les 5 dernières élections locales. Et si le mode de scrutin du Sénat avait été équitable, démocratique, il y aurait une majorité de gauche au Sénat déjà depuis 2008 ou, ou peut-être avant. Ça, c'est le premier élément. Mais comme je le disais tout à l'heure, pourquoi un certain nombre de grands électeurs, modérés, apolitiques, entre guillemets, pourquoi ils ont élu des sénateurs? Parce qu'il y a, d'abord, il y a eu un refus de cette réforme territoriale recentralisatrice et en aucun cas discutée avec les intéressés, c'est-à-dire avec les élus. Mais je crois aussi qu'ils sont impressionnés par un climat, par l'échec économique, l'échec politique et l'échec moral qui caractérise la fin du quinquennat de M. Sarkozy. Et je pense que ce sont des élus, ce sont des citoyens, ils ont émis une forme de protestation. Alors la presse est très sévère, la presse s'emballe parfois, mais elle évoque un climat de fin de règne. Vous parlez de climat vous-même, est-ce que vous diriez climat de fin de règne? Non, parce que je suis dans la culture démocratique et donc je n'ai jamais conçu le président de la République comme un monarque, ni même comme un Bonaparte. Néanmoins, bon, vous avez l'impression que je Nicolas viens Sarkozy... de vous dire, échec économique, échec politique, moral, échec moral. Le sondage auquel on faisait allusion tout à l'heure, qui n'est qu'un sondage. 68% des Français qui ne croient pas. Les Français, je crois, comprennent qu'il faudra changer le président. Alors, dans ce climat lourd sur le plan moral et donc les affaires, on évoque beaucoup en ce moment des valises de billets. Vous n'en avez jamais vu passer, vous, à Matignon? Pour ce qui me concerne, mes comptes de campagne en 1995 comme en 2002 ont été parfaitement validés. Comme vous le savez, quand j'ai été à Matignon, j'ai supprimé les fonds spéciaux de façon à ce qu'il y ait une transparence dans la distribution des sommes avec lesquelles une partie de l'État vit. Enfin, je suis parti de Matignon, le premier de tous mes prédécesseurs, en n'emmenant pas justement ces sommes considérables, mais en les laissant à mon successeur. Pas de Monsieur Afrique pendant mon gouvernement, pas de rencontres avec des dictateurs, pas évidemment de valises de billets et pas non plus de lien avec des intermédiaires douteux
et qui se révèle d'ailleurs au bout du compte dangereux. Vous citez vos comptes, notamment de la campagne de 1995, lorsque vous avez affronté Édouard Balladur. Les comptes d'Édouard Balladur, ceux de Jacques Chirac n'étaient pas très clairs non plus selon Roland Dumas. Hein. Est-ce que vous estimez que vous avez été sacrifié cette année-là lors de ce scrutin? Je pense simplement que les 10 ou 15 millions d'argent liquide supposés venir de la vente de gadgets, mais composés de billets de 500 euros, hein, de 500 francs à l'époque. Pardonnez-moi, oui. Je me reporte en arrière. Oui, oui. Les comptes de M. Balladur auraient évidemment dû être invalidés et les membres de la commission, en dehors de son président, dont vous avez rappelé le nom, les membres de la commission préconisaient, je veux bien citer Roland Dumas, bien sûr, mais enfin, c'est peut-être pas la peine en l'occurrence, les membres de la commission ont préconisé l'invalidation de ces comptes. Alors, sacrifié, je vous ai dit, vous estimez que votre élection a été volée? Il est évident que si on avait invalidé ces comptes, l'invalidation des comptes de Jacques Chirac est une question qui aurait été posée. Une injustice dont vous auriez été victime cette année-là? J'en tire une leçon. Oui. Il ne doit pas y avoir d'impunité pour les hommes politiques, pas d'impunité pour le président de la République. Et j'espère qu'un Sénat de gauche et une majorité de gauche à l'Assemblée nationale permettront justement de changer ces choses, d'avancer sur la parité, d'avancer sur la limitation du cumul des mandats, d'avancer sur la réforme de la justice. Elisabeth Guigou et moi-même avons proposé une réforme de la justice, votée dans les deux assemblées, et bloqué finalement par Jacques Chirac à la demande du Sénat. Donc j'espère qu'on pourra changer cela. Le Sénat va s'attaquer à des réformes constitutionnelles, oui. J'inverse le raisonnement que j'entends mené par des cyniques. Puisque quelqu'un est chef de l'État, ou comme quelqu'un vient d'être élu par le peuple, on ne peut pas le mettre en cause, même s'il est coupable. J'inverse la logique et je dis, lorsque l'on veut être chef de l'État, ou lorsqu'on est chef de l'État, ou Premier ministre, ou ministre, alors on doit être impeccable, c'est-à-dire normal, finalement. Normal. Oui. J'allais vous poser la question. Pour être vous qui avez mené 2 campagnes présidentielles, Lionel Jospin, pour être candidat, faut-il être un homme normal? Si c'est une façon de marquer une différence avec le président actuel, certainement. Je pense que dans mon esprit, je n'ai pas à parler pour d'autres, normal, ça veut dire respecter la norme. Et la norme, c'est quoi? Ce sont les règles républicaines. Mais quand François Hollande dit qu'il veut être un président... Je ne m'exprime pas sur la primaire, vous le savez. D'accord. Vous ne vous exprimez pas votre choix pour la primaire, c'est dommage. On aurait aimé le connaître. Quoi? Mon votre choix sur la primaire? Bien sûr. Je soutiendrai la candidate ou le candidat qui sera issu de ce vote très passionnant des primaires. Oui, vous irez voter. Naturellement. Oui. Vous irez voter. Vous suivez les débats de la primaire? Oui, j'ai suivi les deux qui se sont déroulés. Qu'est-ce qui vous enthousiasme ou vous chagrine le plus dans ce que vous avez entendu? D'abord, j'ai vu des talents rassemblés. Ensuite, j'ai vu des différences qui n'étaient pas des oppositions et qui laissent comprendre et entendre que ces hommes et ces femmes, ceux-là et d'autres, pourront agir ensemble pour le pays. Et enfin, j'ai vu des débats maîtrisés, parce qu'il y était un risque de la primaire. Jusqu'à maintenant, ce risque n'a pas été couru ou encouru. Et j'espère qu'il en sera de même pour le 3e débat. Bon, vous ne prenez pas position aujourd'hui, c'est clair. Lionel Jospin, c'est de la prudence? Non, c'est une question de principe. Je les connais tous, je les connais bien. Je n'ai pas à peser sur le vote. Et je serai d'autant plus libre pour soutenir avec force celui ou celle qui finalement portera nos couleurs. Est-ce que vous vous sentez écartelé, je ne sais pas, entre par exemple ceux que Arnaud Montebourg qualifie d'enfants jumeaux de Lionel Jospin, vos enfants jumeaux, c'est-à-dire Martine Aubry, François Hollande? Mais je ne sais pas, parce que la seule chose qui m'importe, c'est de savoir si dans son esprit c'était un compliment. Peut-être pas, je ne crois pas, en entendant Arnaud Montebourg. Hein. Vous voyez, ça ne m'empêchera pas de marquer ma neutralité à l'égard de tous. Mais vous avez noté quand même l'un, François Hollande affirme qu'il fut associé à toutes vos décisions à Matignon, vous confirmez?
C'est exact, oui, bien sûr. Comme j'avais été associé à toutes les décisions prises à un autre niveau par François Mitterrand comme président de la République. C'est le rôle et la mission du leader du parti majoritaire. Et l'autre, donc Martine Aubry, met en avant sa position de numéro 2 dans votre gouvernement. C'est exact. C'est aussi exact. C'est tout à fait exact. Elle jouait un rôle important avec d'autres ministres mais vous êtes en train de justifier pleinement que je ne prenne pas position à ce stade. Écoutez, est-ce que l'expérience est nécessaire et indispensable quand on se présente à la présidentielle? Je vous ai déjà dit que je n'irai pas plus loin, donc ne dépensez pas votre énergie. Est-ce que vous estimez que le projet socialiste est déjà dépassé, Lionel Jospin? Car les conditions, évidemment, économiques sont très difficiles aujourd'hui. Elles sont peut-être encore plus dures lors de l'élection présidentielle. Est-ce que vous estimez que par rapport à ce que vous avez connu, vous, à Matignon, il y avait une forte croissance, on se souvient? Non, il n'y avait pas une forte croissance. Vous avez bénéficié d'une certaine croissance qui vous a permis... Non, nous avons rétabli la croissance. Vous avez rétabli, vous avez participé au rétablissement Monsieur Juppé m'avait laissé une note pour me dire d'appliquer un programme d'austérité. Et nous avons su définir, avec Dominique Strauss-Kahn et Martine Aubry et les ministres, une politique qui nous a permis de retrouver un cheminement de croissance. Aujourd'hui, la charge de la dette, c'est incroyable, est le premier poste budgétaire de l'État. Est-ce qu'on peut donc définir aujourd'hui un projet politique sans risque d'être dépassé? Et quelles seront, selon vous, les marges de manœuvre si la gauche arrive au pouvoir? Je suis surpris par cet argument donné par la droite, selon lequel les propositions socialistes seraient dépassées. Mais il y en a qui sont coûteuses. Mais c'est les propositions de la droite libérale qui sont dépassées. La droite libérale continue à raisonner comme si nous étions avant la crise de 2007-2008, c'est-à-dire comme si les marchés réalisaient l'harmonie économique, comme si la dérégulation permettait la croissance internationale et nationale, alors que nous avons vu au contraire que le capitalisme est aujourd'hui dévoré par la finance, et c'est donc au contraire les idées socialistes qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, justifiées et d'actualité. Alors ensuite qu'il faille à la fois trouver un cheminement de croissance et rétablir des équilibres, ce sera la tâche très difficile. La tâche sera très difficile. Elle sera difficile, bien évidemment. Mais si cette dette a flambé, ça n'est pas seulement à cause de la crise. Sous mon gouvernement, la dette a diminué en pourcentage du produit national brut. Nous avions une croissance, nous avions des excédents commerciaux, nous avions rétabli l'équilibre de la sécurité sociale. Donc c'est la gestion de la droite qui est en cause, autant que la crise. Et je pense que ceux qui auront les responsabilités... est socialiste. Oui, je ne veux pas m'exprimer de façon aussi schématique, mais je pense qu'il faut un changement, que nos concitoyens l'appellent de leur vœu, et que les idées socialistes, adaptées à l'actualité, sont aujourd'hui modernes. Vous avez vu le dernier débat, il y a eu des échanges assez vifs entre les prétendants à la primaire, par exemple sur l'interdiction des fameux licenciements boursiers. Vous avez aussi cette phrase qui vous a poursuivi. Je n'entre pas dans le détail de la primaire. Il y a des mesures à prendre, mais... Est-ce que vous avez envie quand même de dire que Nicolas Sarkozy mène le bon combat pour l'euro, pour la Grèce et pour le sauvetage de la zone de la monnaie commune? Mais il est comme tous les chefs d'État ou de gouvernement en responsabilité. Il doit se battre, c'est sa mission, c'est sa fonction. Il le fait, bien sûr. Je pense que nous serions plus crédibles si nous étions nous-mêmes dans une meilleure posture économique. Et nos fondamentaux étaient malheureusement détériorés avant même que la crise nous frappe. Et puis, je suis habitué, avec ce président, à distinguer les effets d'annonce, l'activisme du mouvement et les résultats réels, disons. J'ai encore une question sur 2012, mais qui rappelle un douloureux souvenir. Est-ce que vous imaginez un nouveau 21 avril, à l'endroit ou à l'envers? Je pense qu'à gauche et à droite, les citoyens comprendront qu'il est important de s'en prémunir. Parce qu'on a bien vu que ça faussait totalement l'élection.
Parce que de toute façon, le candidat de gauche ou de droite qui serait face à la candidate vraisemblable du Front National, enfin la candidate même désignée du Front National, gagnerait. Et donc, comme la confrontation véritable est entre la gauche et la droite sur ce terrain, autant régler les choses au premier tour. Et je pense que ça sera le cas. Merci Lionel Jospin. Revenez nous voir plus souvent. Hein. Vous parlerez là d'ici la présidentielle, oui, non, certainement. Ça peut m'arriver, oui. Quand le candidat aura été choisi, donc, et qui aura tout votre soutien. Absolument. Voilà, Lionel Jospin qui est venu parler exceptionnellement en raison de ce basculement historique du Sénat à gauche. Merci encore.